Imaginez vous marier en pensant tout faire pour sauver votre famille de la honte et finir humilié devant tout le village. Imaginez donner votre vie à un homme que tout le monde traite d'inutile, de fou et de mendiant, pour découvrir trop tard qu'il cachait un secret qui pourrait changer non seulement son destin, mais celui de toute une lignée. C'est l'histoire d'une jeune femme contrainte d'accepter le mariage dont personne ne voulait, la seule option qui restait. Tout le monde riait, tout. Le monde la montrait du doigt. Tout le monde disait qu'elle scellait sa chute. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme méprisé, avec ses vêtements déchirés et son regard hagard, portait un passé que tout le village tentait d'enterrer. Et ce qui semblait être la plus grande erreur de sa vie se transforma en le plus grand retournement de situation que ce pays ait jamais connu. Que cachait-il derrière son apparence d'échec? Pourquoi l'avait-il choisi? Et que s'est-il passé le soir? Où la vérité a éclaté? Ce n'est pas seulement une histoire de mariage. C'est une histoire de fierté, de douleur, de justice et de rédemption. Préparez-vous, car ce qui commence comme une humiliation publique se transforme en quelque chose que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Lancez la lecture, parce que la vérité commence maintenant. Au village d'Aubins, tout obéissait à un ordre ancestral, comme si le temps régnait au rythme des ancêtres. Rien ne se décidait sans l'accord de l'oracle. Les mariages, par exemple, ils étaient plus que l'union de deux cœurs, des accords entre familles, entre lignées, entre destins. Là-bas, les filles ne choisissaient pas leur conjoint. Leurs parents, si. Point final. Quiconque osait s'y opposer, eh bien, mieux valait ne pas essayer. La réputation de la famille passait avant les souhaits de la fille, et Ayo le savait depuis son enfance. Mais Ayo était différente. Tandis que les autres filles rêvaient de fêtes et de voiles, brodée, elle rêvait de liberté. Elle rêvait du jour où quelqu'un la regarderait non pas pour son nom ou sa dot, mais pour ce qu'elle portait dans son cœur. Mais à Aubins, rêver ainsi était dangereux, car là-bas, rêver pouvait être perçu comme une rébellion. Elle était belle. Pas de cette beauté tape à l'œil qui attire l'attention sur un marché dominical, mais de celle qui transparaît dans sa démarche, la fermeté de son regard, sa façon de parler aux anciens et d'aider les enfants, sans que personne ne le lui demande. Ayo était aussi intelligente. Elle savait interpréter les proverbes anciens mieux que beaucoup d'anciens et comprenait la guérison par les feuilles comme si elle l'avait apprise directement des esprits de la forêt. Pourtant, malgré toutes ses qualités, beauté, intelligence, bon cœur, Ayo n'était pas considérée comme une épouse digne. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de dot. C'était aussi simple que ça. Le père d'Ayo était pauvre et sa mère était morte jeune. Que pouvait-il offrir en échange de la main de sa fille? Rien que sa parole. Et une parole, aussi honorable fût-elle, ne valait pas un collier d'or ni une poignée de chèvres. Des prétendants arrivaient, la louaient, mais lorsqu'ils découvraient qu'il n'y avait aucune richesse en jeu, ils disparaissaient comme la fumée après la pluie. Elle était toujours presque choisie, presque fiancée, presque aimée. Et cela, avec le temps, devint une douleur silencieuse en elle. Car Ayo ne voulait pas se marier par obligation, elle voulait être véritablement aimée. Mais à Aubins, désirer cela revenait presque à défier les dieux. Mais c'est précisément cet espoir persistant qui a tout changé. Car, alors que personne ne semblait intéressé et qu'elle-même avait déjà accepté de mourir célibataire, le père d'Ayo est apparu avec une demande en mariage inattendue. Un homme voulait l'épouser, un homme de son village. Et ce n'était pas n'importe quel homme. C'était Roi, le paralytique, celui que tout le monde considérait comme une âme charitable, mais sans avenir, celui qui vivait en silence poussé sur une chaise en bois par son frère. Tout le village se demandait « Pourquoi lui? Pourquoi maintenant ?» Ce que personne ne savait, c'est que dans ce fauteuil se cachait plus d'un corps. Un secret allait tout changer. Et Ayo, sans même le savoir, allait épouser une vérité cachée depuis des années. Une vérité qui n'apparaîtrait au grand jour que lors de leur nuit de noces. Cette histoire vous a-t-elle touché d'une manière ou d'une autre? Parce qu'ici, nous la ressentons ensemble, vibrons ensemble, vivons chaque détail comme si c'était avec nous. Vous qui êtes de l'autre côté, ressentez la douleur d'Ayo, la soutenez, comprenez ce que c'est que d'être jugé sans le mériter. Vous en faites partie. Cet endroit est réservé à ceux qui apprécient la vérité, l'émotion et les histoires africaines qui font vibrer l'âme. Rejoignez cette communauté qui croit au pouvoir d'une bonne histoire. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Car regardez,
Il y a encore beaucoup de rebondissements à venir. C'est là que les choses commencèrent à se compliquer. Car jusque-là, Ayo n'avait géré que sa frustration personnelle de ne pas avoir été choisie par l'amour, de voir d'autres filles se marier avec des fêtes, des danses, des colliers, des promesses, tandis qu'elle n'entendait que le silence. Mais lorsque son père entra dans la petite hutte de terre où il vivait et annonça sans même s'asseoir qu'il avait déjà accepté une demande en mariage en son nom, le sol trembla, littéralement. Il ne demanda pas son avis. Il communiqua simplement. Ayo resta là, immobile, essayant de comprendre si elle avait bien entendu. Et lorsqu'elle demanda qui était cet homme, s'attendant à un marchand veuf ou à un étranger d'un village voisin, la réponse lui revint sèche comme la poussière. Is, le paralytique. Exactement. L'homme sur la chaise. À cet instant, sa tête se noua. Ayo connaissait Eze. Tout le monde le connaissait. Il était de ces présences toujours présentes, mais que personne ne remarquait vraiment. Un homme peu bavard, toujours vêtu simplement, le regard bas, se promenait dans le village comme s'il faisait partie du décor. Assis sur cette vieille chaise en bois, tantôt dans l'ombre du marché, tantôt au bord de la place, il observait tout sans rien dire. Les enfants avaient peur de lui, non pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il disait qu'il avait des yeux qui en savaient trop. Les femmes le respectaient, les hommes faisaient semblant de ne pas voir. Et maintenant, il voulait épouser Ayo. Pourquoi? C'est à cet instant qu'elle comprit que quelque chose n'allait pas. Plus rien n'avait de sens. Eze ne lui avait jamais adressé la parole. Il ne l'avait jamais regardé plus d'une seconde. Il ne lui avait jamais manifesté le moindre intérêt. Alors pourquoi la choisirait-il? Et plus encore, pourquoi? Son père l'accepterait-il? La réponse ne tarda pas. Un long silence entre eux lui suffisit pour avouer qu'il subissait la pression de la communauté, que les anciens avaient dit qu'Ayo avait déjà dépassé son âge, que c'était une honte pour une jolie fille comme elle de rester sans mari, comme si elle était une peste, qu'ils avaient déjà refusé des demandes en mariage parce qu'ils n'avaient pas de dot, et que maintenant, ils ne pouvaient plus refuser personne. Eze se présenta, demanda, insista. Il dit qu'il n'attendait rien en retour. Il voulait juste une chance. Et puis, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Quand les choses deviennent difficiles, ils font toujours porter le fardeau à la femme. C'est ce qu'ils ont fait avec Ayo. Et malgré tous ses efforts pour argumenter, son père ne l'écoutait pas. Il disait que c'était la seule issue, qu'Eze, malgré son état, était respectable, qu'il n'avait jamais fait de mal à personne, qu'il pouvait lui offrir une vie paisible. Paisible? Quelle paix? Est-elle celle qui commence par l'obligation? Le pire, c'est que, dans les jours qui suivirent, la pression s'accentua. Les voisins commencèrent à lui dire combien il était honorable pour elle d'accepter ce sort. Comme ce serait beau de voir une fille forte comme Ayo aider quelqu'un comme Eze à trouver un partenaire. Mais derrière les faux compliments, ce qu'elle entendait en réalité, c'était de la pitié. La pauvre, elle va épouser cet infirme. Au moins, elle quittera la maison. De son père, non? Mieux vaut ça que de devenir sorcière faute d'homme. C'est ce qu'il disait. Et Ayo écoutait tout en silence, faisant comme si ça ne lui faisait pas mal. Dans sa tête, la confusion était trop grande. Pourquoi cela arrivait-il maintenant? Pourquoi Eze insistait-il autant sur ce mariage? Il n'en parlait à personne. Et pourquoi personne d'autre ne trouvait cela étrange? Était-elle la seule à voir que quelque chose n'allait pas? Elle essaya de repérer des signes. Elle commença à observer Eze de loin, à remarquer ses mouvements, ou plutôt leur absence. Il semblait fragile, limité, mais il y avait quelque chose dans son regard qui contrastait avec le reste. Quelque chose qui la dérangeait, comme s'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Mais bien sûr, à cet instant, Ayo n'avait aucun moyen de savoir ce qu'elle allait découvrir, ni que cette chaise cachait autre chose que des jambes immobiles, ni que ce silence portait une histoire que personne n'osait raconter. Ce qu'elle savait, c'est qu'il ne lui restait que quelques jours avant le mariage, et que personne n'était prêt à écouter ce qu'elle ressentait. Lorsqu'elle essaya de parler au frère cadet d'Eze, le garçon détourna simplement le regard et dit « Il t'a choisi pour une raison ». C'était tout, sans rien expliquer. Imaginez le désespoir. Ayo voulait s'enfuir. Elle songea à demander de l'aide à sa tante qui vivait loin. Elle envisagea même de disparaître dans la forêt quelques jours, provoquant un scandale. N'importe quoi. Mais quelque chose la retenait. Non seulement la peur du qu'en penserait le village, mais aussi cette étrange sensation que tout cela n'était pas une simple coïncidence, qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et le pire,
Une part d'elle-même, malgré sa colère, commença à s'éveiller. Parce que, honnêtement, quel homme, avec toutes les limitations qu'il prétend avoir, insisterait pour épouser une femme comme elle? Et pourquoi maintenant? Alors, qu'elle était sur le point d'accepter de vivre seule? Pourquoi son frère semblait-il avoir peur d'en dire plus qu'il ne le devrait? Et Aise la regardait ainsi, comme s'il savait déjà quelque chose qu'elle n'avait même pas encore imaginé. Ayo l'ignorait, mais la réponse à toutes ces questions était plus proche qu'elle ne l'imaginait. En fait, tout allait commencer à changer précisément le soir où elle dirait « oui » devant le village. Car c'est cette nuit-là même qu'Aise se leva de sa chaise et révéla tout. Mais attendez, on n'en est pas encore là. D'abord, il faut comprendre ce qui se passait dans la tête d'Ayo ce jour-là. Car ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu et entendu, c'est ce qui vous fera réaliser que rien, absolument rien, n'était ce qu'il semblait être. Au milieu de tout cela, au milieu de la confusion, des murmures du village, de la pression de son père et de la cérémonie organisée à la hâte, comme si c'était un événement comme les autres, Ayo ne pensait qu'à une chose, la liberté, plus que l'amour, plus que le respect, plus que le statut d'épouse. Ce qu'elle désirait, c'était pouvoir décider par elle-même. Elle voulait choisir avec qui partager sa vie. Elle voulait pouvoir dire non sans être traitée d'ingrate. Elle voulait vivre sans se sentir redevable à personne. Et à cet instant, la liberté lui semblait plus lointaine que jamais. Épouser Aise n'était pas un choix, c'était une contrainte. Ayo le savait de toutes ses forces. Mais elle savait aussi que dire non à voix haute ternirait le nom de son père, provoquerait un scandale dans le village, anéantirait toute chance de respect qui restait à la famille. Et elle ne voulait pas voir son père embarrassé. Aussi difficile que fût la situation, il était le seul à l'avoir soutenu depuis la mort de sa mère. Alors extérieurement, elle l'acceptait. Il baissa les yeux, revêtit le tissu blanc, marcha la tête haute, mais intérieurement, elle hurla. Le plus étrange, c'est que, pendant les préparatifs, Ayo n'a pas pleuré. Elle n'était pas du genre à céder facilement. Elle était de celles qui ravalaient leurs larmes, qui faisaient des projets en souriant. Et elle le faisait. Elle planifiait tout. Dès l'annonce de la date du mariage, elle scruta les sentiers qui sortirent du village, comptant les heures qu'il lui faudrait pour atteindre la forêt, se souvenant de sa tante éloignée qui pourrait peut-être l'accueillir. Elle avait même caché un petit paquet contenant quelques affaires. L'idée était simple, tenir jusqu'à la fin de la cérémonie et à la première occasion disparaître. Mais ce qu'Ayo n'avait pas prévu, et c'est important, c'était ce sentiment étrange qui grandissait à chaque regard qu'elle portait sur Aise. Car, même si elle avait toutes les raisons de détester la situation, quelque chose chez lui la touchait. Et ce n'était pas de la pitié, c'était du doute, de la curiosité. Ses yeux silencieux semblaient porter des réponses que personne d'autre ne voulait donner. Et même si elle était en colère, même si elle voulait fuir, une part d'elle, au fond d'elle, voulait comprendre pourquoi. Pourquoi voulait-il tant l'épouser? Pourquoi ne choisissait-il pas quelqu'un d'autre? Que savait-il que personne d'autre ne disait? Cette petite faille dans la colère d'Ayo fut ce qui ouvrit la porte à tout ce qui allait suivre. Car parfois, le désir de s'échapper s'accompagne du désir de comprendre. Et ce dangereux mélange de liberté et de curiosité fut ce qui retint Ayo là assez longtemps, jusqu'à ce que le fauteuil roulant n'ait plus de sens, jusqu'à ce que les secrets commencent à émerger de l'ombre, et jusqu'à ce que le plan d'évasion prenne une ampleur bien plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Mais pour que cela arrive, il restait la nuit de noces. Cette nuit-là, la nuit où l'impossible s'est produit, la nuit qu'elle n'oublierait jamais et qui allait changer non seulement sa vie, mais celle de tout le village. Ce à quoi personne ne s'attendait, pas même elle, c'est qu'Aise, cet homme jusque-là presque invisible au village, traiterait Ayo comme personne ne l'avait jamais traité auparavant. Dès le lendemain des fiançailles forcées, il n'éleva pas la voix, n'imposa pas sa présence, ne força rien, comme s'il savait pertinemment qu'elle ne voulait pas être là, et qu'il respectait cela. Son regard était toujours direct, mais jamais envahissant. Lorsqu'il parlait, c'était en quelques mots, mais toujours avec un calme déconcertant, presque comme s'il portait un secret trop grand pour être révélé comme ça. Ayo, qui s'était déjà armé intérieurement, commença à baisser sa garde sans même s'en rendre compte. Le jour du mariage, tout le village était là. Tous voulaient voir la belle jeune femme que personne ne voulait épouser, l'homme que personne n'attendait. Et c'est là, dans cette scène d'attente et de murmures, qu'Ayo ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas non plus une
Acceptation totale. C'était une lueur d'espoir. Car devant l'autel improvisé de feuilles de palmier et de fleurs cueillies par les enfants du village, Aise lui tenait la main avec tant de soin, avec une fermeté légère mais pleine de présence, qu'elle en fut déconcertée. Il ne trembla pas, n'hésita pas, ne le cacha pas. Il la regarda simplement et dit à voix basse « Tu es plus forte que tu ne le penses, et tu n'auras jamais à faire semblant avec moi. » La phrase était simple, mais Ayo n'avait pas l'habitude d'entendre une chose pareille, de la part d'aucun homme, et ce geste, son regard, le ton de sa voix, la firent trembler. Pour la première fois depuis qu'on lui avait annoncé son mariage avec Aisée, Ayo cessa de penser à fuir pendant quelques secondes. C'était confus, tout lui semblait encore étrange. Elle ne ressentait ni amour, ni désir, ni connexion profonde, mais il y avait du respect, et aussi une forme d'attention qu'elle n'avait jamais ressentie de la part de qui que ce soit. Les jours suivants, maintenant qu'il vivait avec lui, la surprise continua. Il était organisé, calme et avait une routine bien définie. La chaise en bois grinçait à travers les pièces de la maison en terre, mais l'atmosphère était sans pesanteur. Il n'y avait plus cette atmosphère étouffante qu'elle avait tant redoutée. Il n'essayait pas de la toucher de force, ne faisait pas de blagues gênantes et ne se montrait pas pressé. Au contraire, chaque nuit, Aise préparait son propre couchage dans un autre coin de la maison. Et même lorsque le village commença à ruminer qu'il était faible de ne pas avoir consommé le mariage, il ne changea pas d'attitude. Il continua à traiter Ayo avec gentillesse, comme si le temps était leur allié et non leur ennemi. Ayo intérieurement commençait à être complètement perturbée. C'était comme si elle s'était construit une armure émotionnelle pour résister à un monstre, et qu'elle avait trouvé un homme, un vrai, quelqu'un qui, malgré toutes ses apparentes limites, la traitait mieux que quiconque ayant jamais vécu libre. Et le plus déroutant, c'est que, malgré son désir de tout détester, une part d'elle commençait à vouloir rester, non pas par obligation, mais parce qu'il commençait à ressentir une paix qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Aise écoutait. Quand elle parlait de sa mère, de ses rêves, de sa peur de ne pas être aimée, il l'écoutait simplement. Parfois, c'était tout. Et pour Ayo, c'était plus que suffisant. Aucun homme au village ne faisait ça. Et c'est alors qu'une petite lumière s'alluma en elle. Peut-être seulement, que ce mariage n'était pas une punition. Peut-être, malgré tout, était-elle tombée dans une histoire plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Et quand ce doute est apparu, l'idée de fuir a commencé à lui paraître lointaine. Car après tout, était-elle vraiment face à un inconnu? Ou cet homme, assis sur cette chaise, était-il le seul à vraiment la voir intérieurement? Mais ce qu'Ayo ignorait encore, et c'est important, c'est que toute cette gentillesse, cette douceur inattendue, ce silence empreint d'attention, n'était que la surface. Derrière ce calme se cachait une vérité, un immense secret, la véritable raison de ce mariage, quelque chose qui allait tout bouleverser, et elle ne le découvrirait que lorsque la nuit de noces arriverait, et il se lèverait, littéralement. Tout se passait bien, du moins autant qu'Ayo le pouvait. La cérémonie avait déjà commencé. L'oracle avait donné sa bénédiction. Son père semblait satisfait de son choix. Et même les faux sourires des voisins étaient plus supportables qu'Ayo ne l'avait imaginé. Tout régnait dans un calme tendu, presque comme si le village retenait son souffle, attendant le moment où elle vacillerait, s'évanouirait ou s'enfuirait de l'autel. Mais Ayo, ferme, maintenait sa posture. Ce que personne ne savait, c'est qu'intérieurement, elle luttait entre la fuite et la reddition. C'est alors qu'une silhouette familière, mais qu'Ayo n'avait pas vue depuis longtemps, apparut silencieusement dans un coin de la place. C'était la vieille femme, Maman Uduak, l'une des plus anciennes du village. Peu de gens connaissaient encore son histoire. On disait qu'elle était la petite fille d'une prêtresse, qu'elle avait aidé à des accouchements difficiles, guéri des fièvres avec des feuilles et de l'eau de pluie, et, surtout, qu'elle voyait au-delà de ce que l'on voit. Personne ne la voyait souvent, mais lorsqu'elle apparaissait, il se passait toujours quelque chose. C'était presque un présage vivant. Elle s'approcha lentement, ses pas semblant glisser sur le sol. Personne ne tenta de l'arrêter. Lorsqu'elle s'arrêta près d'Ayo, personne ne la remarqua. Ni l'oracle, ni les musiciens, ni les regards curieux du public. Seulement Ayo. La vieille femme se pencha et murmura, presque imperceptible mais ferme, ce qui glaça l'échine de la mariée à cet instant. Tout ce qui est assis n'est pas incapable de courir. C'étaient exactement les mots. Court, rapide, brutal. Puis, la vieille femme tourna simplement le dos
et disparut entre les troncs de palmiers, comme si elle avait accompli une mission. Ayo resta là, immobile, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Un frisson la parcourut de tous côtés. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un avertissement? Une énigme? Était-ce juste la superstition d'une vieille femme désemparée? Elle aurait voulu regarder Eze à cet instant, mais elle avait peur de ce qu'elle pourrait lire dans ses yeux. Elle continua de fixer le sol, essayant d'ignorer la phrase qui lui résonnait dans la tête. Tout ce qui est assis n'est pas incapable de courir. Il y avait quelque chose dans cette construction qui ne me quittait pas. C'était trop simple pour n'être qu'une phrase vague. Il y avait du poison, il y avait un avertissement, il y avait de la vérité. Mais Ayo prit une grande inspiration et essaya de lâcher prise. Elle fit semblant de ne pas avoir entendu. Elle fit semblant de ne pas être bouleversée. Après tout, la cérémonie était toujours en cours. Tous les regards étaient braqués sur elle, et elle devait garder le sourire. Elle devait paraître forte, elle devait en finir. Mais le mal était fait, les frissons persistaient, et plus elle essayait d'oublier, plus la phrase résonnait. Et le doute qui sommeillait en elle, celui-là même qui avait failli disparaître grâce à la gentillesse d'Eze, se réveilla. Seulement cette fois, il se réveilla différemment. Ayo commença à prêter plus d'attention. Elle remarqua que le frère d'Eze évitait de la regarder, que certaines femmes du village chuchotaient plus que d'habitude, que même l'oracle hésita une seconde avant de poursuivre les rites. qu'Eze semblait trop calme, comme s'il savait que la suite ne pourrait pas être inversée. C'était comme si l'univers essayait de la prévenir, comme si ce mariage apparemment simple cachait quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que personne ne disait à voix haute, quelque chose qu'elle ne comprendrait que lorsqu'il serait trop tard pour revenir en arrière. Et la nuit de noces se rapprochait de plus en plus. Ayo pensait avoir tout ressenti dans ce village. La peur, la honte, le doute, la colère, et même une étrange paix ces derniers jours aux côtés d'Eze. Mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à ce qui allait se passer cette nuit-là, la nuit de noces, celle que tout le village attendait avec anxiété, spéculation, commentaires malveillants dissimulés derrière des sourires forcés. Ayo entra dans cette pièce comme si elle se rendait à un procès, non à une célébration. La pièce était silencieuse, seul résonnait le chant des grillons et le craquement du fauteuil roulant qu'elle-même poussait prudemment jusqu'au coin de la pièce. Elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Jusque-là, Eze s'était montré respectueux, gentil, voire affectueux, autant qu'il pouvait le montrer. Elle avait établi un semblant de confiance, le cœur toujours à vif, sans pour autant tout dévoiler. Mais une part d'elle avait déjà accepté que ce serait sa vie. Ce ne serait peut-être pas le mariage de ses rêves, peut-être qu'il n'y aurait pas encore d'amour, mais peut-être serait-il possible de construire quelque chose par-dessus. C'est ce qu'elle se disait en étalant le drap, en installant la petite lampe et en essayant de ne pas trembler. Elle se tourna pour aider Eze à se mettre à l'aise. Elle était déjà habituée à ses gestes, à la façon dont il guidait ses bras, au mouvement limité de ses jambes. Mais cette fois, il ne tendit pas les bras. Il ne demanda pas d'aide. Il ne la regarda même pas avec ce regard timide qu'il avait toujours. Et c'est là qu'Ayo ressentit un pincement en elle, un malaise qu'elle ne pouvait expliquer. Le genre de sentiment qui survient quelques secondes avant que le monde ne bascule. D'un seul mouvement, Eze posa ses mains sur les accoudoirs de la chaise et se leva. Seul, sans effort, comme s'il n'avait jamais eu besoin de cette chaise. Ayo se figea, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Elle tenta de reculer, mais trébucha sur sa propre sandale. Elle s'effondra, assise sur le sol en terre battue, incapable de le quitter des yeux. Ce n'était pas seulement le mouvement lui-même, c'était la fermeté, la posture, la façon dont il la regardait maintenant, droit devant, non plus d'en bas, non plus avec soumission, mais avec autorité, avec quelque chose qui confinait au sacré. Et c'est dans ce silence étouffant qu'il parla, d'une voix claire, ferme et grave. « Je n'ai jamais eu besoin de cette chaise. Maintenant, tu mérites de connaître la vérité. » C'étaient les mots, exacts, sans hésitation, et chaque syllabe lui traversait l'esprit comme un couteau. Tout tournait. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait en quelques secondes. Eze n'était pas celui qu'il prétendait être. Toute cette image qu'elle s'était construite, toute cette attention qu'elle ressentait, tout était désormais suspect. Pourquoi avait-il menti? Depuis combien de temps? Qui était-il vraiment? Ayo sentit son estomac se nouer. Ses yeux se remplirent de larmes sans qu'elle s'en rende compte. C'était un choc mêlant peur, trahison
colère et, encore une fois, cette foutue curiosité. Elle avait envie de crier, de courir, de disparaître, mais son corps ne réagissait pas, et il resta planté là, ferme comme un vieil arbre, aux racines toujours intactes. Et c'est à cet instant précis qu'Ayo comprit. Sa vie jusqu'à cette nuit-là n'avait été que la première partie de l'histoire, car la vérité qui allait éclater ne le concernait pas seulement, elle la concernait aussi. Et rien, absolument rien, ne serait plus pareil après cette nuit-là. Ayo était encore par terre lorsqu'elle entendit les pas fermes d'Aise résonner dans la petite pièce. À chaque pas, c'était comme si son monde s'écroulait un peu plus. Cet homme qu'elle avait poussé, soigné, servi le thé, aidé, à se coucher pendant des jours, marchait maintenant avec la force de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'aide. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait le plus, la colère d'avoir été trompée ou la peur de ce qu'elle ignorait encore. Mais quelque chose dans son expression, ce mélange de sérieux et de douleur contenue, lui disait que ce n'était pas une simple plaisanterie cruelle. Cela avait du poids, cela avait une histoire, et elle allait l'entendre. Qu'elle le veuille ou non, il s'agenouilla devant elle et lui tendit la main. Pour la première fois, non pas comme un paralytique, non pas comme un homme sans défense, mais comme quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa présence. Elle hésita, mais tint bon, et c'est alors qu'il commença à lui dire, pas lentement, pas par bribes. Il parlait comme s'il s'accrochait à une vérité depuis des années et ne pouvait plus la supporter seul. Il a dit que son vrai nom était, bien sûr, fils légitime du roi Bénédiction, d'un puissant village, appelé un Sud, le plus redouté du Sud. Alors qu'il était enfant, le village fut envahi par des traîtres de sa propre lignée, des parents qui vendirent leur héritage en échange d'or et de faveurs. La guerre civile ravagea tout. Avant de mourir, le roi reçut une prophétie de l'oracle de la forêt. « Votre sang n'aura la paix que s'il est touché par un cœur qui aime sans vouloir d'héritage. » C'était une malédiction et une mission en même temps. Obiora fut caché par des gardiens du royaume, enlevé alors qu'il était adolescent pour échapper à la mort. Mais pour survivre parmi ceux qui haïssaient sa lignée, il dut disparaître de l'histoire. C'est ainsi qu'Eze, le paralytique du village d'Obbins, naquit. Simuler un handicap était le seul moyen de disparaître sans éveiller les soupçons. Aucun ennemi ne chercherait un héritier royal en fauteuil roulant, vivant comme une ombre, la tête baissée. Et là, dans cette pièce, il dit d'une voix étranglée qu'il avait passé des années à attendre une femme qui le regarderait sans voir la chaise, qui ne l'approcherait pas pour son statut, son apparence ou ses promesses, mais pour son humanité. Et, les larmes aux yeux, il regarda Ayo et dit « Tu étais le seul à m'avoir traité avec dignité. Même si tu pensais que ma vie serait un fardeau pour la tienne, tu l'ignorais, mais ta gentillesse était la seule clé qui pouvait briser la malédiction qui pesait sur moi. » Ayo ne savait que dire. La pièce semblait tourner. Tout ce qu'elle avait, cru jusque-là, la douleur, la frustration, le plan d'évasion, le sentiment d'abandon, la peur de l'avenir, tout cela faisait désormais partie d'une histoire bien plus vaste. Elle n'était pas seulement la mariée rejetée du village, elle était la pièce maîtresse d'une ancienne prophétie. Elle était la femme qui, même sans le vouloir, avait accompli un destin qui avait traversé des générations. Eze, ou plutôt Obiora, continua. Il disait qu'il était toujours poursuivi par des hommes qui voulaient sa mort. C'était pourquoi il ne pouvait jamais dire la vérité, qu'il utilisait sa faiblesse comme une armure, que chaque mot qu'il avait prononcé ces derniers jours, chaque geste d'attention, n'était pas une comédie. C'était lui-même qui tentait lentement de se révéler sans l'effrayer, et que maintenant qu'elle savait, il n'y avait plus besoin de cacher quoi que ce soit. Ayo tremblait encore. Elle était encore sous le choc, mais quelque chose en elle commença à se ressaisir. Pour la première fois, quelqu'un lui faisait suffisamment confiance pour lui confier un secret aussi important. Pour la première fois, elle ne se sentait pas petite, jetable, forcée. Elle était une alliée. Elle faisait partie de la vérité. Elle était la gardienne d'une histoire que personne d'autre ne connaissait. Elle le regarda, les larmes aux yeux et la voix brisée, et dit simplement « Et maintenant ?» Il a répondu « Maintenant, à toi de décider ce que tu veux être dans cette histoire. Car à partir d'aujourd'hui, plus rien n'est comme avant. » Et avec cette réponse, ce qui devait être une simple nuit de noces devint le début d'une nouvelle vie. Une vie où la vérité éclata enfin, et la royauté, si longtemps cachée, commença à se montrer. Mais ce qu'Ayo ignorait encore, c'est que tout le monde n'était pas prêt à cette révélation, et que le village, celui-là même qui murmurait dans l'ombre,
aurait bien plus à dire lorsque la vérité éclaterait. Le lendemain matin, le monde semblait encore différent. Ayo se réveilla, mais elle ne savait pas si elle avait tout rêvé ou si c'était vraiment sa vie désormais. Il était encore tôt, le village venait à peine de se réveiller, l'air sentait la terre humide et les feuilles brûlées, et Eze, ou Obiora, était déjà debout, préparant quelque chose pour le voyage. Il dit simplement « Aujourd'hui, tu dois voir par toi-même ». Il ne lui expliqua rien d'autre. Il lui demanda simplement de faire confiance. Et pour la première fois, Ayo n'eut pas peur. Elle ressentit l'urgence. Ils marchèrent ensemble sur des sentiers qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant, à travers la forêt dense, sur des sentiers silencieux où le vent murmurait comme s'il savait ce qui allait se passer, jusqu'à ce qu'ils atteignent une entrée presque invisible entre les rochers. Une grotte cachée par des lianes et des feuilles sèches. Obiora écarta soigneusement les branches comme pour ouvrir un portail. Ayo hésita une seconde, puis entra. Et l'intérieur, pour la première fois, elle comprit tout. La lumière de la lampe qu'il portait éclairait les murs et révélait d'anciens symboles gravés dans la pierre. Des motifs circulaires, des figures couronnées, des animaux sacrés, des femmes les bras tendus vers le ciel. Mais ce qui retint surtout son attention fut le symbole central. Une femme agenouillée, les yeux clos, une flamme sur la poitrine. Autour d'elle, les gens étaient agenouillés. Obiora la désigna du doigt et dit « C'est toi ». Ayo fronça les sourcils, cherchant encore à comprendre. Il expliqua que, bien des années auparavant, l'oracle avait fait une prophétie. Le trône sera restauré lorsque la femme au cœur pur sera unie au sang du roi. Mais elle ne peut savoir qui il est. L'amour doit naître sans vanité, sinon la malédiction se répétera. Depuis lors, les quelques gardiens de l'ancien royaume recherchent cette femme, non pas pour sa richesse, ni pour sa beauté, mais pour son essence. Et Ayo, sans le savoir, était surveillée depuis qu'elle était petite fille. Il ne s'agissait pas de te mettre à l'épreuve en tant qu'épouse, il s'agissait de te révéler comme la clé. Tu étais la seule qui, malgré ce mariage forcé, n'avait pas utilisé la haine pour survivre. Tu t'en souciais, tu étais silencieuse sans te renfermer. Tu as vu un homme assis sur une chaise, mais tu n'as pas cessé de le traiter avec dignité. Et c'est ce qui a brisé la malédiction. Ayo regarda autour d'elle avec étonnement. À l'intérieur se trouvaient des robes royales enveloppées de tissus anciens, des sculptures brisées, des armoiries enterrées, des annales écrites sur des peaux de bêtes qui racontaient d'anciennes guerres, les noms de rois effacés, la lignée disparue. Tout ce que le village d'Obbins n'avait jamais connu était là, entreposé, l'attendant. Et c'est dans ce silence, entouré d'histoires qui n'étaient pas racontées au rythme des fêtes, qu'Ayo comprit. Elle n'était jamais un lot de consolation pour un homme rejeté. Elle était le centre du changement. L'élu, le mariage, que tout le monde disait être une punition, était en fait le début de la guérison de toute une lignée. Mais ce n'était que le début, car découvrir la vérité était une chose, gérer la suite en était une autre, car le village ne savait encore rien. Et quand il le saurait, tout le monde ne serait pas prêt à accepter une reine née de la poussière du mépris. La nouvelle commença comme un murmure timide parmi les huttes de terre et les couloirs du marché. Au début, personne n'y crut. « Est-ce debout ? Fils d'un roi ? Impossible !» Mais comme toutes les vérités qui ont du poids, elle prit bientôt de l'ampleur. Et lorsqu'Ez lui-même apparut, marchant au centre du village, aux côtés d'Ayo, la tête haute et le regard fixe, le silence se répandit comme la fumée dans une maison close. Personne ne pouvait l'expliquer. Personne ne pouvait détourner le regard. Certains baissèrent aussitôt la tête, gênés. D'autres froncèrent les sourcils, cherchant à comprendre comment cet homme, considéré pendant des années comme inutile, pouvait désormais contrôler ses pas. Mais ce qui les dérangeait le plus, c'était de voir Ayo à côté de lui, vêtu de vêtements qui ne trahissaient pas la richesse, mais plutôt la fermeté. Son regard était calme, ses épaules droites. Elle n'était plus la jeune femme forcée de se marier. C'était une femme qui semblait désormais plus grande que tous ceux présents. Eze demanda la convocation du conseil tribal, et personne n'osa refuser. Les anciens se réunirent au centre du village, dans l'espace réservé aux décisions les plus importantes, là même où, des années auparavant, ils avaient ri de ses fiançailles avec Ayo. Ce jour-là, c'était différent. Eze n'arriva pas avec colère, mais avec la force de celui qui n'avait plus rien à cacher. Il raconta tout,
Il parla de la fuite de la royauté, de la malédiction, de la protection silencieuse, du rôle d'Ayo. Il montra les symboles, les annales, et amena les derniers gardiens. Il souligna des vérités que beaucoup connaissaient, mais feignaient d'ignorer. Le royaume trahi par la cupidité, la lignée effacée par crainte de la justice. Et là, devant tout le monde, il déclara « Je ne veux pas régner pour me venger. Je veux reconstruire ce qui nous a été pris, mais je ne le ferai pas seul. La femme que vous avez rejetée, moquée, que beaucoup d'entre vous ont regardée avec pitié ou mépris, est celle qui m'a sauvé. C'est grâce à elle que je suis ici, et c'est avec elle que je continuerai. » L'impact fut immédiat. Ces mêmes femmes qui avaient murmuré dans le dos d'Ayo la regardèrent maintenant avec des yeux emplis de honte. Certains hommes qui avaient refusé sa main faute de dot la regardèrent maintenant comme s'ils réalisaient avoir perdu quelque chose qu'ils n'avaient jamais mérité. Mais Ayo ne souriait pas avec arrogance. Elle ne cherchait pas à se venger par des mots. Elle se tenait simplement silencieuse aux côtés d'Eze, comme si elle savait que la meilleure réponse possible était d'exister pleinement, là où on leur avait dit qu'elle n'avait pas sa place. Le conseil tribal ne pouvait nier. L'oracle confirma la lignée. Les anciens reconnurent les symboles royaux. Le pouvoir d'Eze fut rétabli, mais à une condition qu'il avait lui-même imposée, que la nouvelle ère du village soit fondée sur la justice et non sur une tradition aveugle, sur la vérité et non sur les apparences. Et qu'Ayo, la femme qui avait enduré l'humiliation et pourtant choisi de ne pas fuir, soit reconnue reine, non par son titre mais par son mérite. Ce jour-là, le village d'Obanze n'avait pas seulement gagné un nouveau chef, il avait aussi gagné un miroir, car tous ceux qui s'étaient moqués d'Ayo l'avaient rejeté, humilié ou gardèrent le silence, devaient maintenant la regarder et voir en elle leur propre ignorance, leurs propres préjugés. Mais personne ne s'attendait à ce que, même avec le trône entre ses mains, Ayo ait encore quelque chose à dire, quelque chose qui changerait la vie du village à partir de ce moment-là, car pour elle, la vraie justice devait encore advenir, et c'est ce qui viendrait juste après. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la révélation, mais le village semblait encore plongé dans un état d'enchantement. C'était comme si chaque recoin, chaque pierre au sol, chaque arbre de la place avait été témoin d'un événement sacré, quelque chose qui sortait Obinz du cycle des ragots et des conventions et le plaçait devant une époque nouvelle. La nouvelle du véritable nom d'Eze s'était déjà répandue comme une traînée de poudre dans les villages voisins. Beaucoup en doutaient, bien sûr. Mais lorsqu'ils virent de leurs propres yeux le symbole de l'ancien royaume, gravé sur la poitrine de sa tunique, et les paroles confirmées par l'oracle, plus personne n'osa remettre en question. Puis vint l'annonce officielle. Une grande fête allait avoir lieu. Mais ce n'était pas seulement un couronnement. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était la renaissance d'un héritage. Un événement pour marquer la fin de l'ignorance et le début de la justice. Tout le village s'y impliqua. Les hommes reconstruisirent la salle sacrée, inutilisée depuis des décennies. Les femmes préparèrent tissus, nourriture, danse et offrandes. Les enfants, qui jouaient autrefois à Eze sur la chaise, couraient maintenant dans le village en se faisant passer pour des rois, appelant Ayo, la reine courageuse. Le jour de la cérémonie, le soleil semblait plus brillant. Le ciel était clair, sans un nuage, comme si même les ancêtres étaient revenus assister à la cérémonie. L'espace central du village était décoré de feuilles de palmiers, de fleurs sauvages et d'objets ancestraux récupérés dans la grotte où Ayo avait vu pour la première fois les symboles du trône. Tout avait un sens. Rien n'était exagéré. Rien n'était dû au hasard. Et quand Ayo est apparue, le village a retenu son souffle. Elle ne portait ni or ni bijoux extravagants. Elle portait une robe royale en tissu ancien, teint avec des pigments naturels, tissés à la main par des femmes de sa communauté. Des symboles brodés racontèrent son histoire. Une femme rejetée devenue gardienne de la royauté. Ses pieds nus lui rappelaient qu'elle venait de la terre, de l'humilité, de la poussière des chemins non choisis. Mais son regard était celui de quelqu'un qui savait désormais exactement qui elle était. Eze attendait au centre, près de l'oracle, avec une expression mêlant fierté et révérence. À son arrivée, il ne tendit pas la main avec supériorité. Il s'agenouilla, et devant tout le monde, il déclara « Aujourd'hui n'est pas seulement le jour de mon retour sur le trône. C'est le jour où je reconnais devant tout le monde que cette femme m'a sauvé sans le savoir, qu'elle m'a appris à marcher avec honneur,
avant même que je me lève de ma chaise. Ayo n'est pas mon épouse par choix, elle est ma reine par choix. La mienne, celle de l'oracle, et celle des ancêtres. Ayo ne pleurait pas, mais intérieurement tout tremblait, car là, devant tous ceux qui avaient douté d'elle, elle était honorée, non pas pour son apparence, ni pour sa richesse, mais pour sa vérité, pour son courage, pour être restée intacte là où beaucoup seraient tombés. L'oracle prit un collier de pierres sacrées de l'ancien royaume et le passa autour du cou d'Ayo. Puis il dessina le symbole de la royauté sur son front avec de la teinture rouge. C'était le signe de la lignée restaurée. Le peuple applaudit. Certains s'agenouillèrent, d'autres pleurèrent, mais personne, absolument personne, ne pouvait nier la puissance de cet instant. Car ce jour-là, Obbins n'avait pas seulement gagné un roi, il avait gagné une reine qui connaissait la douleur d'être méprisée. Et ça a tout changé. Mais malgré la fête, les chants et les danses, Ayo savait que tout le monde n'accepterait pas cette nouvelle ère aussi facilement, et que le trône, aussi juste soit-il, serait toujours contesté. Car là où il y a du pouvoir, il y a toujours ceux qui veulent s'en emparer, et ce n'était qu'une question de temps, jusqu'à ce que les ennemis apparaissent. Les célébrations résonnaient encore dans les rues d'Obbins, même quelques jours après le couronnement. Mais un aspect de l'histoire pesait encore lourdement sur le cœur d'Ayo et sur celui de son père. Depuis la révélation, il était rarement apparu en public. Il évitait le regard, marchant tête baissée aux abords du village, comme s'il portait le poids de 100 tambours sur sa poitrine. C'était un homme simple, un vieil homme aux mains calleuses, qui avait toujours voulu protéger sa fille à sa manière, mais qui vivait désormais le visage couvert de honte. Il avait contraint Ayo à un mariage qu'il considérait comme le moindre mal, sans savoir qu'il poussait en réalité sa fille vers le début d'un voyage sacré. Ayo le savait. Elle savait qu'il n'avait pas agi par malveillance, mais par peur, par désespoir, sous la pression de la communauté. Pourtant, ce qu'il avait fait était douloureux, et elle avait besoin de le regarder dans les yeux, non plus comme une fille soumise, mais comme la femme qu'elle était devenue. C'est par un après-midi silencieux, sous un ciel orange brûlé, que les retrouvailles eurent lieu. Ayo était assise sous l'arbre où elle jouait enfant, la tête haute, une couronne de tissu sacré nouée sur le front, les pieds au sol, comme elle. L'avait toujours aimé. Son père s'approcha lentement, sans faire d'histoire, sans attirer l'attention. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, les larmes aux yeux, les mains tremblantes, et parla d'une voix étranglée, comme si chaque mot provenait d'une source douloureuse. « Ma fille, j'ai péché. Je t'ai fait du tort, je pensais te sauver, mais je t'ai poussé vers un destin que même moi je ne comprenais pas. Tu aurais pu me haïr, tu aurais pu t'enfuir, mais tu es resté. Et aujourd'hui, tout le village t'applaudit, et je ne peux même pas te regarder. Pardonne-moi, Ayo. Pardonne-moi de ne pas avoir cru en ton temps, en ta force, en ton droit de choisir. » Ayo resta silencieuse quelques secondes, non pas faute de réponse, mais parce qu'elle sentait que sa douleur était sincère. C'était le genre de regret qui ne provenait pas d'une fierté blessée, mais d'une conscience éveillée. Puis elle se leva, le regarda au fond des yeux, ces mêmes yeux qui, pendant des années, avaient tenté de la protéger des rigueurs de la vie, et d'une voix ferme et calme, elle répondit « Papa, parfois le destin se cache derrière ce qu'on rejette le plus. Je pensais que tu me condamnais, et peut-être, à ce moment-là, c'était vraiment le cas. Mais aujourd'hui, je comprends que même ton erreur était un chemin. Je te pardonne. Parce que j'avais aussi besoin de me pardonner d'avoir douté de moi-même. Et on n'avance que lorsqu'on cesse de porter le passé sur ses épaules. » Il tomba à genoux, pleurant, doucement, et elle le serra dans ses bras, comme une fille, comme une femme, comme une reine. Dans ce geste, il n'y avait pas de royauté, il y avait de l'humanité. Deux mondes se rencontrant à nouveau, non pas dans les bons choix, mais dans l'honnêteté du repentir et de la compassion. Et ceux qui passaient devant cette scène comprirent sur le champ, sans que personne ne dise un mot, que la justice réside aussi dans le pardon, et que parfois, le plus grand geste de force est de pardonner, sans humilier. L'histoire d'Ayo et Eze, ou plutôt d'Ayo et d'Obiora, a profondément marqué le village tout entier. Ce n'était pas seulement la restauration d'un trône ou la révélation d'une identité cachée qui choquait les habitants. C'était la manière dont tout cela s'était déroulé. C'était l'éclatement d'attentes, d'idées toutes faites, de vérités profondément ancrées que chacun croyait incontestables. Qui aurait cru que l'homme assis sur la chaise, ignoré, moqué, traité comme s'il était invisible, était en réalité un roi déguisé,
Qui aurait imaginé que la jeune fille rejetée, forcée au mariage par obligation, était précisément celle que le destin avait choisie pour être reine? Peu à peu, les gens ont commencé à voir les choses différemment. Les regards rapides se sont faits observateurs, les murmures se sont tus. Le village a appris de première main que la force ne se mesure pas à l'apparence et que les plus grandes épreuves de la vie ne sont pas toujours accompagnées de signes avant-coureurs. Parfois, elles surviennent sous le couvert de l'échec, de l'humiliation, de l'abandon. Et c'est ce que leur histoire nous a appris. Car au final, ce qui restait était la vérité brute et indiscutable. Tous les paralytiques ne sont pas faibles. Et toute imposition n'est pas une punition. Parfois, la douleur est le chemin vers la royauté. Et ceux qui comprennent cela comprennent que la vie est semée d'embûches. Que ce qui semble être une punition peut être l'impulsion qui vous mènera au trône. Et qu'avant de porter une couronne d'or, vous devrez porter le poids de ceux qui vous croyaient trop petits pour régner. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a ému, ou même vous a rappelé quelqu'un, c'est parce que vous partagez la même sensibilité qu'Ayo, la capacité de voir au-delà des apparences. Des histoires comme celle-ci nous touchent profondément, car elles révèlent ce que beaucoup cachent, la force, la dignité, la transformation. Et regardez, si cela vous dit, qu'a aidé à voir les choses différemment, peut-être que cela peut aussi aider d'autres personnes. Il vous suffit de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. C'est un geste simple, mais qui permet à cette série d'histoires de se propager encore plus loin. Maintenant, je veux savoir de votre part. Commentez ici, partie 2. Si vous souhaitez suivre la suite des événements avec Ayo, car quelque chose d'important se prépare, mais avant cela, laissez-moi vous dire, la vidéo qui apparaît à l'écran contient une histoire tout aussi intense, peut-être même plus surprenante. C'est une de ces intrigues qui commencent par une erreur, mais se termine par un retournement de situation terrifiant. Vous comprendrez vite pourquoi c'est la suite logique pour ceux qui ont vécu cette histoire jusqu'au bout. Alors, respirez profondément et cliquez, car ce qui arrive maintenant vous fera vibrer différemment, et vous ne voudrez plus vous arrêter là.